Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux et heureuses de vous retrouver pour ce troisième webinaire Territoire et Transition organisé par Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, qui est votre centre de ressources sur le développement territorial. Je suis Julia Laurens, je suis chargée de mission politique contractuelle et transition et je suis accompagnée de Pauline Châtelain qui va co-animer ce webinaire aujourd'hui avec moi. Et Pauline est chargée de mission revitalisation centre-bourg au sein du centre de ressources. Pauline, avant de démarrer nos échanges, est-ce que tu veux bien nous rappeler, s'il te plaît, les modalités d'utilisation de l'outil webinaire? Donc, en effet, c'était flou parce que ça n'avait pas démarré. Nous avons démarré et je te laisse expliquer comment il fonctionne. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, vos micros sont coupés. Donc vous ne pouvez pas partager avec nous via le verbal, mais par contre, vous pouvez nous écrire. Si vous avez des remarques, des ressources à nous faire parvenir, vous pouvez les mettre dans l'onglet chat. Et si vous avez des questions que vous souhaitez faire parvenir à nous et à nos intervenants et intervenantes, vous pouvez les mettre dans l'onglet questions, qui nous permettra de les retirer et puis d'en discuter autour de la table. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle de qualification qui a démarré au début de l'année 2024, cycle de qualification dédié aux fondamentaux des transitions en lien avec les projets de territoire. Nous avions démarré avec un premier webinaire dans lequel nous avions parlé des outils contractuels, des CRTE, des contrats de développement et de transition, des contrats d'objectifs territoriaux et comment les territoires s'en saisissent pour déployer leurs actions en faveur des transitions. Dans le deuxième webinaire qui s'est tenu avant l'été, nous avions accueilli des élus qui étaient venus témoigner de la manière dont ils avaient initié les démarches de transition sur leur territoire et la manière dont ils avaient embarqué les acteurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de passer à l'étape suivante, de passer de initier à piloter et de voir ce que cela implique pour les territoires et les collectivités qui conduisent ces différentes démarches. Donc ce passage au pilotage, il va soulever plusieurs questions, notamment comment on fait vivre son projet de territoire dans la durée, comment on applique, comment on conduit les orientations choisies, comment on déploie les actions et est-ce que ce pilotage des transitions, il implique des changements dans le pilotage politique, mais aussi dans le pilotage administratif de sa structure. Donc, pour évoquer ces différents points, on a plusieurs intervenantes et intervenants aujourd'hui. Et Pauline, je te laisse les annoncer. Tu vas nous expliquer le déroulé de ce webinaire. Oui, tout à fait. Pour démarrer, on va commencer en douceur, en se remettant un peu un cadre de réflexion commun pour nos discussions, grâce à une conférence introductive par Bruno Polmier, qui est président de l'Association des dirigeants territoriaux et des anciens de l'Institut national des études territoriales. Et puis, on va continuer, une fois ce cadre posé, par des retours d'expérience. D'abord celui de Jean Révéreau, qui est vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, et ensuite celui de Clémentine Olivier, qui est responsable prospective et développement territorial au pôle Haute-Lande. Après ces retours d'expérience, on aura un temps d'échange entre nos trois participants et également avec vous qui visionnez ce webinaire, dans lequel nous pourrons répondre aux questions que vous aurez posées dans l'onglet questions. Et enfin, ce webinaire sera conclu par nos partenaires institutionnels et financiers, qui sont l'ADEME, l'État et la région. Bonjour Bruno, merci d'avoir accepté de venir nous rejoindre pour ce webinaire. Donc Pauline le disait en introduction, vous êtes président de l'Association des dirigeants territoriaux et anciens de l'Institut des études territoriales, donc ADT-INET, et vous participez également aux travaux du Comité 21 en tant que président du Collège des collectivités territoriales, des services de l'État et des organismes rattachés. Mais vous êtes également un ancien DGS, vous avez été pendant de nombreuses années DGS de la ville de Niort et aujourd'hui vous avez accepté de venir sur le plateau pour nous partager un cadre de réflexion commun et introduire le sujet du pilotage des transitions sur lequel vous travaillez donc encore aujourd'hui avec vos responsabilités associatives notamment, mais que vous avez aussi connues dans votre pratique professionnelle. Donc merci à vous pour le temps dédié et on vous laisse les commandes du webinaire pour cette mini-conférence.
Merci beaucoup, Julia et Pauline, de m'avoir invité à introduire cette émission. J'espère que vous n'aurez pas à le regretter. On va, avant de démarrer, peut-être vous dire quelques mots sur l'expérience niortaise, qui donne un peu de crédit, en tout cas je l'espère, à ce qui va suivre. À Niort, on a pu mettre en œuvre une feuille de route, créer une feuille de route Niort Durable 2030, qui était la première déclinaison des 17 objectifs de développement durable réalisés par une collectivité locale française, en tout cas dans le cadre d'une expérimentation avec d'autres collectivités souhaitées par le ministère de la Transition. Donc cette feuille de route a été approuvée maintenant il y a presque 5 ans, en novembre 2019, et elle nous a permis de mettre en œuvre un certain nombre de dimensions particulières, en tout cas sur lesquelles je m'arrête 2 secondes. Peut-être elle s'est ancrée, cette démarche, sur les racines, l'ADN territorial de Niort, à savoir notamment la présence du Marais Poitevin, et puis une puissance particulière de l'économie sociale et solidaire. Tout le monde connaît les grandes mutuelles qui sont nées, les mutuelles d'assurance qui sont nées à Niort. Et donc première caractéristique. La deuxième, sans doute, c'est d'être beaucoup appuyé sur le management, sur les équipes de cadre de la collectivité, en faisant quasiment une démarche d'amélioration continue, en tout cas de projet de service public. Et puis la troisième dimension, c'est d'avoir co-construit cette feuille de route avec les partenaires du territoire, notamment entreprises, mais aussi citoyens, acteurs économiques et sociaux. Voilà. Donc, je vais entrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, mon propos, image suivante, s'il vous plaît, tiendra en 4 points principaux. Donc, d'abord sur l'esprit. Le projet de territoire, c'est plus un chemin à parcourir ensemble, qui ne s'arrête pas au moment de la publication du document, mais qui a une démarche en fait constante, et c'est sa mise en œuvre surtout qui est le plus important plutôt que sa rédaction. Alors, pour ces dimensions-là, on propose ici d'ouvrir des portes avec et des espaces de liberté, en fait, des espaces d'imagination avec cette démarche de projet de territoire. Alors, j'ai osé parler d'une démarche en 6 dimensions, à projeter notre territoire en 6 dimensions. Je vais expliquer pourquoi. Et puis, viser évidemment à faire le plus d'impact possible, puisque au fond, c'est ça que nous visons. Alors, je m'aventurerai à proposer 5 clés de réussite pour cette démarche de projet de territoire, et j'insisterai en conclusion sur la nécessité de coopération inédite, c'est un peu le vocabulaire que j'emploie, et puis d'une nouvelle éthique de la responsabilité qui vaut à la fois pour les élus et pour les cadres territoriaux. Alors, image suivante. Sur cette démarche de projet de territoire, peut-être le premier point à relever, c'est la volonté de se situer dans une démarche systémique. Alors, on dit tous changer de paradigme, etc. C'est plus simple à énoncer qu'à mettre en pratique, ça c'est très évident. Mais si on part du constat qu'on est dans un développement qui est non soutenable, y compris sur les territoires, alors il faut vouloir oser le changement et donc essayer de raisonner différemment. Alors, voilà mon petit exercice de rhétorique sur la géographie. Les experts me contrôleront ou me contrediront tout à l'heure. Donc peut-être l'idée, c'est de vouloir réinventer la notion même de territoire à l'aune des transitions écologiques et économiques et sociales. Donc, alors commençons par le commencement. Le territoire représenté en 2 dimensions, tout le monde connaît. Donc on part d'une cartographie qui permet à la fois de fixer les limites du territoire, mais aussi à l'intérieur de commencer à imaginer la diversité des milieux, notamment des milieux naturels et de l'urbain et du rural. En fait, on est souvent piégé, sans le vouloir, par des biais méthodologiques dès qu'on aborde ces questions de représentation graphique. J'en prends quelques-uns. Si on se projette, si on essaye de structurer le dialogue à partir d'un format A4, pire encore, si on utilise le logiciel PowerPoint, le pire ennemi de l'armée américaine, disait le général en chef des troupes américaines, on arrive à présenter des choses qui sont extrêmement réduites
faites l'expérience, vous prenez des photos aériennes, vous prenez Google Earth, et puis vous regardez la carte routière, notamment Michelin ou autres. Vous apercevez qu'on a surdimensionné les villes et les axes de communication. Et alors, si on va plus loin avec des représentations notamment économiques, on peut, comme ça m'est arrivé une fois, de voir une carte où l'aire urbaine de Niort et l'aire urbaine de La Rochelle se touchent. Et ça, si vous représentez ça avec deux taches de couleur, vous avez l'impression d'une conurbation entre Niort et La Rochelle. Alors que quand vous le faites le trajet en train ou en voiture, vous savez bien que vous avez passé 1 heure dans les champs. Donc, ces représentations disent beaucoup aussi de ce qu'on veut démontrer. Soit on va mettre l'accent sur la nature, soit on va mettre l'accent sur le développement économique. Donc, il faut commencer à avoir déjà cette vigilance à ce niveau-là. Alors, je vais rapidement à la 3e dimension. Donc ça, c'est la question, c'est l'introduction, c'est l'irruption de la transition écologique. C'est la 3e dimension, à la fois tout ce qui est au-dessous du sol, les sols, la qualité des sols, la ressource en eau, et puis tout ce qui est au-dessus, à savoir notamment le couvercle végétal et le climat. Et donc cette 3e dimension qu'on représente bien dans l'espace, vous voyez, on est passé du plan au cube, c'est assez facile à se représenter. Alors, 4e dimension, si on intègre les humains avec une volonté de représenter, de se servir des sciences sociales pour essayer de bien comprendre ce qui se passe, et puis de mobiliser aussi, de se représenter l'intervention des parties prenantes de ce qui vit sur ce territoire. 5e dimension pour intégrer le facteur temps, en fait, c'est-à-dire de se dire, par rapport sur tel ou tel territoire, est-ce qu'on est sur une trajectoire de développement, une trajectoire de déclin? Est-ce que la transition écologique, en particulier le choc climatique, va venir remettre en cause complètement le mode de développement qu'il y avait autrefois ou jusqu'ici? On pense par exemple aux stations de sport d'hiver qui commencent à renoncer au sport d'hiver pour cause de manque de neige. Ou des territoires de viticulture ou d'agriculture qui se disent mais là notre modèle est menacé. Donc cette 5e dimension, c'est donc la trajectoire temporelle. Et puis la 6e dimension, j'ai envie de dire, alors dans mon esprit, fait un peu appel aussi au 6e sens. Il y a une dimension peut-être plus politique et presque émotionnelle. C'est par rapport à ces représentations qu'on peut avoir, quelle serait la force de la réaction, de la volonté face aux défis, notamment climatiques, de pollution, d'adaptation que nous pose la transition écologique. Donc en fait, c'est dire interroger nos possibles et nos impossibles pour essayer de mettre en place une dynamique territoriale qui peut être adaptée ou plus adaptée que le laisser le libre cours aux trajectoires actuelles. Alors, image suivante. Pourquoi tant d'importance à ce projet de territoire et à cette démarche? Peut-être se dire qu'une série de verbes que j'ai énumérés là, prioriser. Ça semble évident, ça ne l'est pas quand on a autant de compétences chacune des collectivités territoriales a de nombreuses compétences, et elles sont en plus emboîtées les unes dans les autres et parfois interdépendantes. Donc, c'est quand même particulièrement important d'avoir cette volonté à partir d'un projet et d'un sens qu'on a voulu partager, co-construire ensemble, de pouvoir prioriser. Ensuite, renoncer ensemble, ça c'est encore certainement le plus difficile. On est loin d'avoir fait le chemin sur la question de la sobriété et de la recherche de robustesse, notamment pour avoir un territoire plus résilient. Il y a 2 jours, c'était la journée nationale de la résilience. On était censé se poser un certain nombre de questions, et je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire ensemble. Coordonner et décloisonner, c'est la dimension aussi là aussi de dépasser notre vision qui est parfois un peu ethnocentrée, bureaucratique et ethnocentrée. J'ai parlé tout à l'heure des périmètres des collectivités locales. On a parfois un peu de mal à sortir de nos périmètres. J'évoquais le Marais Poitevin tout à l'heure, 2 régions, à cheval sur 2 régions, 3 départements. Ensuite, communiquer dans un désir de comprendre, d'apprendre, d'écouter le territoire et dialoguer avec les citoyens pour aussi faire part de ce que les élus, la collectivité proposent comme mode de développement.
Et puis une dimension qui est souvent bien trop sous-estimée, qui est la question de l'évaluation de l'action et du partage des résultats, de la publication des résultats avec les partenaires. Alors j'en viens à mes 5 clés de la réussite de la transition écologique. Pour moi, il y a c'est très immodeste de proposer ce schéma, mais voilà, il vaut ce qu'il vaut. Le première recette, première clé à mouvementer, ce serait pour moi le portage politique et administratif, au centre, sans l'impulsion, la coordination, la dynamisation, le soutien moral, intellectuel, l'engagement politique, notamment du patron d'exécutif local, il y a peu de chances que les choses puissent aboutir. En tout cas, c'est très compliqué. La même chose pour l'administration, si la direction générale n'est pas à la manœuvre auprès des élus pour passer dans les faits les intentions politiques, compte tenu du nombre de freins et de difficultés à lever, ce sera très compliqué. La deuxième clé, peut-être, c'est de s'attacher à puiser dans les réseaux existants, dans les centres ressources comme le vôtre, tout un tas de connaissances et de retours d'expérience, de pratiques qui ont cours et qui peuvent permettre de faire gagner énormément de temps et de crédibilité. La troisième clé, c'est avoir une vision de la transition de la collectivité à 3 niveaux. La réingénierie de toutes les politiques publiques, pas seulement les politiques environnementales, la transformation ou l'adaptation de l'administration, de l'organisation, afin qu'elle soit le plus agile, réceptive, ouverte, transversale. Et puis, le troisième niveau, c'est de vouloir faire évoluer l'ensemble des pratiques professionnelles des agents. Donc, il ne peut pas y avoir d'un côté un grand discours sur la transition de la collectivité sans risquer de tomber dans le velléitaire, si ça s'accompagne pas d'un travail au plus près des agents, avec les agents, à partir de leurs pratiques professionnelles, et ce, dans tous les services de la collectivité. Et puis, les clés 4 et 5, c'est la volonté de travailler avec la société civile. Donc, en premier lieu, avec les entreprises, on a beaucoup d'écrits sur les énormes potentiels, les opportunités que présente la mobilisation des entreprises autour de la responsabilité sociale et environnementale. Et puis, de l'autre, cette volonté, alors en français, c'est difficile à trouver le mot, encapacitation de la société, empowerment, disent les Anglais, sur la capacité à aller mobiliser le tissu associatif, mais aussi les citoyens, et ceux qui ne sont pas encore citoyens, mais qui sont jeunes, lycéens, collégiens, et qui ont eux aussi des envies et qui peuvent contribuer à cette mise en œuvre de la transition. Voilà, donc tout ça pour dire que tout acteur, quelle que soit sa place dans la société, dans la collectivité locale, et puis ça nous amène à cette logique de coopération inédite. Hein. On voit bien que si on ne fait rien changer, les trajectoires peuvent continuer comme ça. Si on veut pouvoir assumer la place irremplaçable aujourd'hui des collectivités territoriales, son rôle crucial dans la mise en œuvre de la transition écologique, alors il faut sortir peut-être de sa zone de confort et aller les uns vers les autres et oser un certain nombre de transformations. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'expériences qui sont menées, mais ce qui manque, c'est le passage à l'échelle. On n'est pas à la hauteur des défis sur l'ensemble du territoire. Les solidarités ne sont pas assez importantes. On le voit, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais les fractures sociales et territoriales se sont plutôt accrues ces dernières années. Et ça, c'est fondamentalement contradictoire avec la volonté d'une solidarité commune, notamment pour faire transition. Alors, peut-être aussi se dire qu'il n'y a donc pas de transition qui ne soit pas juste et équitable. Je reprends une petite phrase, j'emprunte à Isabelle Autissier, la navigatrice et scientifique, qui disait il y a quelques jours « Je ne supporte plus qu'on parle de l'écologie punitive. Ce n'est pas l'écologie qui nous punit, c'est le changement climatique qui nous punit et qui va punir les populations. L'écologie, c'est le remède. » Donc, ce qu'il y a derrière cette colère et cette réaction, c'est aussi la difficulté d'aller vers une transition choisie, notamment pour les populations les plus vulnérables, et pas en rester, et pas être condamné à la transition subie, telle qu'elle pourrait advenir, ou telle qu'elle advient déjà dans de nombreuses contrées.
Voilà. Alors, si on va dans la dépolitisation de l'écologie en disant que c'est aussi une affaire de science, avant de repolitiser l'écologie en se disant c'est une affaire de vivre ensemble, faire société autrement, il faut quand même arriver à s'attaquer aux causes et pas seulement aux effets. Voilà. Donc ça suppose une opération de lucidité collective. Et je pense qu'on a encore pas mal de progrès à faire. Et qu'au niveau national, quand j'entends certains débats, par exemple budgétaires à l'Assemblée, je me dis que parfois, dans les collectivités locales, on est capable de se parler un peu plus franc et puis de prendre des décisions de façon un peu plus constructive. Voilà. Donc, ça nous amène à un exercice du pouvoir qui est forcément réinterrogé par la transition écologique. C'est ce que j'appelle la nouvelle éthique de la responsabilité. Une éthique qui nous amène à faire preuve de courage, peut-être, d'affronter ce qu'on a jusqu'ici fait sans s'en rendre compte et qu'il ne faut plus faire maintenant. Aller, sortir des idées battues pour trouver des nouveaux sentiers qui soient des sentiers de désirabilité, des sentiers plus naturels. Et puis vouloir aussi faire œuvre de fidélité et de cohérence, parce que c'est compliqué, notamment par rapport à l'adhésion des populations sur ces questions de transition écologique, et peut-être aussi aller vers une volonté de redevabilité, d'accountability, comme disent les anglo-saxons, où on ose, on assume, regarder ce qui marche et ce qui ne va pas, et puis pouvoir le partager avec nos partenaires. Voilà, donc c'est un beau challenge et j'espère que les personnes qui vont suivre vont pouvoir illustrer ces propos. Merci beaucoup Bruno Palmier pour cette introduction. Je pense qu'on a tous en tête les grands enjeux qui vont animer nos discussions de ce jour. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite à nos retours d'expérience. Donc, on accueille à la fois des personnes en visioconférence et en présentiel. En visio, on est avec Jean Révéreau, qui est avec nous depuis Dunkerque. Et en présentiel, on accueille Clémentine Olivier. Donc, je vous présente, ou Julia, peut-être tu présentes Monsieur Révéreau en nous posant une petite question. Tu nous les as présentés un petit peu en introduction. Monsieur Révéreau, merci d'être présent à distance aujourd'hui. Vous êtes élu au sein de l'agglomération du Grand Angoulême. Vous êtes vice-président en charge du projet de territoire de la promotion de l'intercommunalité des transitions écologiques et énergétiques et du plan climat. Vous êtes également maire adjoint de la commune de Moutier-sur-Bohême et vous êtes aussi membre du bureau exécutif d'Intercommunalité de France et vous êtes vice-président de la transition écologique et de l'économie circulaire. Donc, vous intervenez aujourd'hui depuis Le Havre, puisque se tient à partir de demain, je crois, la 34e convention d'Intercommunalité de France. Donc, déjà, merci beaucoup de vous être rendu disponible malgré la distance et de participer à ce webinaire où on va pouvoir croiser votre témoignage avec celui de Clémentine qui nous a rejoint sur le plateau. Et donc Clémentine Olivier qui est technicienne au sein du pôle Haute-Lande. Pour commencer, Monsieur Révéreau, nous vous invitons à nous présenter votre territoire, ses grandes caractéristiques, mais aussi la structure administrative quelque part de ce territoire qui est l'agglomération du Grand Angoulême, pour nous donner un petit peu le contexte des ambitions de ce territoire en matière de transition. Alors, parler de ce sur quoi vous nous interrogez aujourd'hui, c'est le faire en fonction de ce qui a pu se passer et puis de ce qu'on peut imaginer pour le futur, en sachant qu'on utilise tous les mêmes noms pour désigner des fois des choses très différentes. Alors, pour faire court, la photographie de l'agglomération, c'est qu'elle est tenue de faire réglementairement et en même temps un double exercice de planification urbaine et climatique. Autrement dit, sur nos 630 km² et pour nos 145 000 habitants, on va faire à la fois un SCOT qui vaut plan climat
et donc une prospective à 30 ans pour le SCOT et puis pour le plan climat, des actions qui peuvent s'enclencher dès maintenant et qui seront à réexaminer et réévaluer tous les 5 ans. Et puis en même temps, on va faire un plan local d'urbanisme intercommunal qui vaut schéma des mobilités. Autrement dit, on va toucher à tous les aspects de la vie quotidienne que peut avoir en compétence une interco, c'est-à-dire on va parler aussi bien de déchets, d'économie circulaire, on va parler aussi de l'eau, dans la production comme dans la distribution, comme dans sa protection, on va parler également de la biodiversité, des puits de carbone, des ENR, des mobilités, enfin je pourrais les passer en détail, mais ça correspond très très bien à ce qu'est aujourd'hui le niveau d'administration territoriale que sont les intercos. C'est important parce qu'on conclura peut-être là-dessus, mais je préfère vous donner la cerise tout de suite du gâteau, c'est qu'il faut absolument que la transition elle se traduise dans la prochaine échéance des municipales, qui sont dans 1 an et demi. Autrement dit, à partir de 2026, il faut qu'il y ait un bloc local qui agissent dans les territoires en fonction des compétences aux 2 niveaux qui sont ceux des communes et ceux de l'interco. Donc pour ce qui est de Grand Angoulême, faire cette prospective et cette planification climatique et urbaine, c'était à la fois mobiliser des connaissances. On est allé chercher en interne, mais aussi en externe. On aura dépensé un peu plus de 10 € par habitant sur les 4 ans qui vont conduire cette démarche. Également, transformer le regard des acteurs, parce que mine de rien, notamment pour les élus locaux, en 2020, ils n'ont pas été élus pour ça. Accompagner aussi les mutations de tous les autres acteurs économiques notamment, associatifs aussi, et puis également les élus, parce que, encore une fois, la sensibilité notamment aux questions d'adaptation et de réduction des effets du climat, c'était pas prévu. Je veux dire, il y a peu d'élus qui étaient concernés par cela et qui l'avaient mis dans leur programme. Donc aujourd'hui, la démarche, elle se fait donc autour d'une opération qu'on a nommée Carte et Climat, parce que je ne voyais pas comment autrement on pouvait dire les choses en parlant aux élus, parce que les élus, ils connaissent leurs frontières territoriales, et les habitants aussi d'ailleurs, même si en zone urbaine, des fois, ils n'en voient pas la différence, mais n'empêche que la carte, c'est toujours un bon élément. Et sur la carte, vont aboutir à un certain nombre de choix politiques, notamment la façon d'occuper le foncier, la façon d'organiser les espaces de vie, le résidentiel en fonction des mobilités, la façon dont on va protéger la ressource en eau. Autrement dit, on va planifier, on va se donner des règles de vie collective, et ça c'est presque la gloire du travail politique que de fonder des textes, des orientations qui se découlent dans des pratiques et des comportements. On change les règles, ce sont les règles de la vie collective. Il reste à chacun beaucoup de libre arbitre pour changer sa propre vie, mais la collectivité, elle a cette responsabilité d'organiser les mutations, et en matière de transition, on arriverait presque à dire que c'est plus qu'une transition qu'il faut faire, c'est une vraie mutation, une vraie métamorphose. Il faut, pour certains, ce sera même la révolution, parce qu'en fait, les enjeux sont tous les jours de plus en plus documentés, et l'exercice que doit faire l'AGLO, qu'a fait l'AGLO, et que continuera à faire l'AGLO jusqu'au printemps 2026, c'est de donner un cadre à tout le monde, de donner aussi un catalogue, le mot peut paraître péjoratif, mais c'est quand même au moins mettre sur la table un certain nombre de solutions qui sont accessibles collectivement ou individuellement dans tous les domaines que j'ai cités, qu'il faut reciter pour bien comprendre, les mobilités, les déchets, la gestion de la biodiversité, les questions d'eau, les questions d'énergie renouvelable, et on en reparlera sans doute, la diminution aussi des nuisances et des pollutions, puisqu'en fait, de ce point de vue-là, le catalogue est large, puisqu'on a tous en tête qu'il faut lutter contre le carbone, mais il y a le carbone et ses grands frères, comme le méthane, qui naît de plein d'autres choses, les pollutions qui sont d'origine agricole ou industrielle, les particules fines aussi, qui font que globalement, s'ajoute à toutes les compétences, une qui n'est pas la nôtre, mais qui les rassemble, qui est celle de la santé. Et quand on parle de santé, on parle de prolongation du vivant. Donc voilà. Alors comment sommes-nous organisés ? Eh bien, on a à la fois un pilotage politique qui a l'originalité de casser les tuyaux d'orgue, un grand classique de l'organisation territoriale qui fait que chaque vice-président a sa délégation et finalement pourrait ne pas être intéressé par ce qui se passe. Donc on a une équipe d'élus, 7 vice-présidents qui ont chacun leur domaine de compétences, mais l'obligation de travailler ensemble. Notre groupe d'élus référents, il va de ceux qui s'occupent de l'eau en passant à l'agriculture, aux déchets, au logement,
je ne veux pas en oublier, mais comme ils ne sont pas tous en ligne, on ne leur dira pas que j'en ai oublié, mais c'est important que ces vice-présidents travaillent. Ils travaillent régulièrement avec des points. Bon, ils sont commencés un peu à s'espacer, mais on est à peu près toutes les 3 semaines à se voir. Et donc, on arbitre sur l'évolution de la procédure. Évidemment, dans une telle opération, les services de l'agglo, dont la particularité sont d'avoir une direction de la transition écologique qui est directement attachée au DGS, ce qui veut dire en clair que ça infuse dès le haut de la pyramide et que de ce point de vue-là, ça permet aussi d'avoir une influence sur les autres services et surtout, ils ont une carte blanche pour aller chercher avec leurs collègues des autres services les moyens de faire sens commun. Tout ça, ça produit des données. Quand on en a pas assez, on en achète. On a, comme je vous disais tout à l'heure, un gros budget de travail avec des bureaux d'études pour avoir de l'information. Parce que mine de rien, la sensibilité, c'est une chose, mais la connaissance des données plus fines, que ce soit sur la façon dont on se déplace, la façon dont on consomme l'énergie, eh bien, il faut les avoir, d'autant plus que pendant qu'on faisait ce travail, on a eu à faire, comme dans toutes les autres communes de France, la planification des zones d'accélération, ce qui est un exercice supplémentaire, mais très complémentaire à ce que nous, on a pu faire. Et donc, voilà, l'organisation, elle est faite, elle n'a pas encore son budget vert, mais on devrait l'avoir en fin d'année. Elle était anticipée par un projet de territoire qui avait été lancé avant et une feuille de route de la transition qui prenait en compte chacun des secteurs. Mais le réceptacle le plus connu de toutes ces démarches, eh bien, c'est encore une fois ce qu'on appelle carte et climat, parce qu'en fait, tout le monde a bien compris, et ça commence à se sentir au moment des arbitrages, notamment sur la sobriété foncière, autrement dit comment moins consommer d'espaces naturels qui sont nos puits de carbone pour continuer à urbaniser, produire de logements, accueillir des activités. Mais tout ça, c'est devenu quelque chose de très, très tendu. C'est assez intéressant. On n'a pour l'instant pas d'impasse, mais on donne un sens commun à l'action et ça se terminera forcément au printemps 2026, juste avant les nouvelles élections. Et tous les élus, les 750 élus de l'agglo, qui représentent les 38 communes, ils seront à même, à partir de 2026, d'insérer leurs projets municipaux et surtout de commencer à fonder un projet intercommunal avec un cadre qui aura été fixé, des règles d'occupation du sol, une panoplie d'actions à mener par rapport au climat, des objectifs de production d'ENR, des objectifs de réduction des déplacements. Enfin, on aura un vrai cadre pour l'action locale. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire avant, mais au moins tout le monde partira à égalité en 2026. Et d'ici là, on aura continué à discuter avec les citoyens, à échanger avec les acteurs locaux, qu'on a eu l'occasion à plusieurs fois de réunir et de prendre connaissance et de discuter de leurs réflexions. Donc voilà où on en est sur Grand Angoulême. On ne va pas dire que ça a changé la vie, mais une chose est sûre, c'est que ça a ouvert le cadre. Aujourd'hui, on peut plus dire que il y a la commune d'un côté et l'interco de l'autre. Je crois que c'est vraiment maintenant accepté, bien compris. Et d'une certaine manière, c'est ça qui va faire société à partir de 2026 de façon beaucoup plus ouverte. Monsieur Rivero, là, vous nous avez montré vraiment l'exemplarité de la démarche Quartier Climat, qui a cette originalité-là de mener de front la planification urbaine et la planification écologique dans le même temps. On comprend qu'il y a des changements dans les modes de faire, dans la conduite du projet d'agglo et dans la conduite de la planification. Ça, on l'a bien compris et on voit qu'il y a la gouvernance qui suit, il y a les services qui suivent. Est-ce que c'est facile de conduire cette démarche-là au quotidien? Est-ce que parfois il y a des jours où vous vous dites que c'est quand même pas la solution de facilité que vous avez prise, ou au contraire d'aller avec ce regard-là, et ben finalement ça permet d'avancer et d'avancer dans le bon sens? Alors, pour être simple, et j'espère pas être simpliste, je vais commencer par le bas de la pyramide, enfin par le pointu de la pyramide, mais comme elle est inversée, on va parler des élus qui ont les responsabilités. Franchement, il y en a beaucoup qui avaient entendu parler de ces choses-là, mais qui ne l'avaient pas en tête. Encore une fois, ça n'était pas prévu quand ils ont fait campagne en 2020, de faire ce double exercice de planification urbaine et climatique, et qui plus est, de percevoir à haute dose des grands médias, et même s'il y a quelques fake news et quelques controverses, de voir à quel point cet enjeu
du changement climatique était important. Donc la transition, elle s'impose en fait, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a plus ou moins une conscience très documentée et les choses ne vont pas s'arrêter puisque chacun peut le constater au bout de son jardin ou sur son balcon qu'aujourd'hui, on doit changer nos modes de vie, d'organisation. Donc pour les élus, ça a progressé. On a aussi un peu facilité le travail puisqu'on est allé aussi leur proposer de faire des rencontres aussi importantes et significatives que celle de Christophe Cassou, qui a été un des co-rapporteurs du dernier rapport du GIEC. Quand des gens qui ont travaillé avec des milliers d'autres collègues de haut niveau dans le monde entier vous présentent un peu les tendances et vous disent à quel point il y a nécessité de réagir, c'est quand même important. Du côté des services, c'est la même chose. Du côté des services, il n'était pas prévu que l'ensemble des services soit en 2020 et même avant, soit sensibilisés aux questions de développement durable et de gestion des ressources en interne. Or, aujourd'hui, on gère l'énergie dans nos équipements. Il faut diminuer les consommations. Certes, il y a des textes réglementaires comme le décret tertiaire qui nous imposent de diminuer nos consommations et de diminuer notre production de carbone. Mais aujourd'hui, tous les agents ont été sensibilisés, alors qu'avant, on aurait pu considérer que c'était une thématique de l'époque et que les cadres pouvaient l'être. Derrière ça, et là, on commence à franchir un étage qui nous échappe un peu. Il y a nos partenaires de l'action locale, avec chacun leur vie. Autant vous dire, par exemple, moi, je le dis aussi franchement, et devant eux, je leur dis aussi, on a beaucoup de mal avec les organisations consulaires. Parce qu'elles n'ont plus le pilotage en local pour parler de cette prospective. Ça vaut aussi bien pour l'industrie, pour l'artisanat, et c'est encore plus frappant avec l'agriculture. On voit bien aussi aujourd'hui que des consignes qui viennent d'en haut, enfin notamment d'origine syndicale, bloquent véritablement les échanges qui pourtant naissent des aspects de la contradiction ou même des paradoxes sur certains aspects de ce qu'est aujourd'hui l'activité agricole, de la gestion alimentaire notamment, on a vraiment un souci. Si on élargit à la population, il faut reconnaître que 145 000 habitants, j'espère qu'on en a touché 1%, j'en suis pas sûr, ça veut dire 1500 personnes, ça veut dire que les gens, pour ceux qui sont venus aux réunions, on les compte par plusieurs centaines, pour ceux qui lisent les bulletins, on peut peut-être arriver à ça, mais ça restera infiniment peu et sans doute beaucoup moins que ceux qui fréquentent les galeries commerciales le week-end. Et c'est quand même un paradoxe de l'action publique, c'est qu'il faut quand même gérer en même temps ce qui fait notre société, c'est-à-dire le consumérisme, l'individualisme et faire collectif. C'est pas le mieux qu'on puisse faire. Quand une commune de notre agglo fait un festival de la biodiversité le week-end dernier, on est obligé de constater qu'on n'a quasiment pas vu d'adolescents, qu'on n'a pas vu, on a vu très peu de familles avec enfants en dehors des spectacles qui étaient faits pour les enfants. Donc il y a vraiment une difficulté. Et puis, parce que ça a été évoqué, mais à demi-mot, sur le contexte national, le partenaire État, reconnaissons qu'on avait jusqu'à présent encore des gens avec lesquels on pouvait travailler, je pense aux grandes agences, l'ANA, l'ADEME, et qu'en ce moment, on les voit menacés. Et pour nous, c'est un vrai danger parce qu'on ne peut pas progresser si on n'a pas à la fois la reconnaissance, mais la reconnaissance aussi en espèce sonnante et trébuchante. On a besoin de sous pour engager. On en trouvera d'autres en parlant aux contribuables locaux, mais ça ne suffit pas. Donc, tous ces aspects-là, et je ne parle pas du travail législatif qui met aussi à la fois des fois de l'accélération, mais aussi des freins parfois. Je pense notamment à tout ce qui va se faire sur le photovoltaïque au sol, où aujourd'hui la mainmise a été donnée aux chambres d'agriculture, et c'est elles qui font la loi, et le disent tel quel. Ça sera plus fort que les PLUI, ça sera plus fort que les projets d'accélération, des zones d'accélération. Donc vous voyez un peu comment les choses se font, mais personne ne pourra dire qu'on ne savait pas ce qu'il fallait faire et on n'avait pas d'idée sur ce qu'on pouvait faire. Là, c'est enclenché et c'est ça le plus important, même si on a encore du mal à mesurer les effets. Merci pour ce témoignage. Monsieur Ribeiro, on vous retrouve dans quelques minutes pour le temps d'échange après avec Bruno Paulmier et Clémentine Olivier. Et maintenant, on va se tourner vers Clémentine Olivier du Pôle Haute-Lande. Merci beaucoup Clémentine d'être ici avec nous aujourd'hui. Et pour commencer, on va vous poser un peu la même question qu'à Jean Ribeiro, de nous caractériser un peu votre territoire, de nous parler un petit peu aussi du pôle et de ses missions pour qu'on se situe sur votre mission.
problème. Alors, le pôle Haute-Lande, c'est un PETR, un pôle d'équilibre territorial et rural. Donc, c'est une structure supra-communautaire. Et c'est une structure, j'aime à dire que c'est une structure de mission plus que de compétences. C'est-à-dire que nous, on est plutôt en appui, en AMO, et puis en portage de stratégies territoriales, mais à des échelles supra-communautaires. Et ensuite, les communautés de communes qui sont membres du pôle ou avec lesquelles on travaille en coopération. Donc, c'est 4 communautés de communes du Nord-Landes, Nord et Nord-Est des Landes. Ça représente un tiers du département des Landes quand même, mais seulement 42 000 habitants, donc 10% de la population du département des Landes. Voilà, c'est ensuite ces collectivités et puis évidemment l'échelon communal qui font. Nous, on est essentiellement en appui. On est héritier des pays pour ceux qui ont connu ces structures-là. Donc, on a changé de nom, mais on est animé un peu par les mêmes prérogatives à l'époque que le pays des Landes de Gascogne, pour ne pas le citer. Donc, on dit qu'on est un territoire de projet parce que le pôle va au-delà de ses frontières administratives. Hein. Le pôle, c'est 2 EPCI, mais on travaille à l'échelle de 4. Voilà, et on est une petite équipe de 4 chargés de mission, une gestionnaire et une coordinatrice, voilà, pour gérer nos missions. C'est un territoire donc très rural, je l'ai dit, 11 habitants au kilomètre carré, essentiellement forestier, hein, à 80% forestier, et avec donc 71 communes et une grande majorité de communes de moins de 500 habitants. On n'a pas véritablement de capitale, on a quelques centralités un peu fortes, voilà. Mais donc c'est un territoire aussi qui spatialement s'organise autour d'un maillage urbain, pardon, et pas du tout de polarisation très forte comme dans d'autres territoires. Donc ça, c'est la spécificité. Donc je disais, on est une petite équipe d'ingénierie, de l'ingénierie mutualisée à une échelle supra-communautaire. Faut reconnaître, en ruralité, on n'a pas la force de frappe du Grand Angoulême dans la structuration des services. C'est assez hétérogène, même à l'échelle de nos 4 communautés de communes, qui sont pas du tout structurées de la même manière, qui n'ont pas forcément les mêmes compétences. Voilà. Souvent, on travaille beaucoup avec les DGS, DGA. Il n'y a pas forcément de services dédiés. On a 2 collectivités qui ont un chargé de mission transition écologique, mais pour les 2 autres, ce sont les DGS et DGA qui font ce travail-là. Donc ça, c'était juste aussi pour poser le cadre dans la manière dont on travaille. Et donc, les pôles et pays, c'était l'enjeu de pouvoir mutualiser des moyens et des ressources humaines aussi pour travailler certains chantiers qu'on n'est pas en capacité ou parce qu'on n'a pas forcément les moyens de les travailler à une échelle communautaire, ou aussi parce que ça fait sens de les travailler à une échelle supra-communautaire. Et donc de manière plus pragmatique, plus opérationnelle, on pilote un certain nombre de contrats, donc qui sont porteurs tous d'une stratégie territoriale et d'une vision qu'on a posée, qu'on a en tout cas reposée avec nos élus et les socioprofessionnels du territoire il y a peu de temps, en 2022, dans le cadre du travail qu'on avait à faire sur la nouvelle stratégie fonds européen. Mais on s'est dit que ça pouvait aussi nous servir sur la stratégie territoriale et le projet territorial dans son ensemble. Donc, on a réuni un grand nombre d'acteurs, je disais socioprofessionnels et élus du territoire, pour poser une vision à horizon 2030. Comment est-ce qu'on projetait le territoire, et c'est cette vision-là qui ensuite en transversal se retrouve dans nos différentes stratégies territoriales, les stratégies qu'on retrouve dans nos différents dispositifs contractuels dont vous avez sans doute parlé lors du premier webinaire. Donc on a en effet un contrat de réussite et de transition écologique avec les services de l'État, un contrat de développement et de transition avec la région. On anime aussi un contrat local de santé dans lequel on essaye d'intégrer les questions de santé environnementale aussi et de bien-être. On travaille sur tous les déterminants de bien-être à travers ce contrat local de santé. Et puis, plus récemment, on a un COT, un contrat d'objectif territorial, donc co-signé avec l'ADEME en 2021. Et donc, je rejoins un peu Monsieur Rivero, c'est-à-dire il y a eu un effet accélérateur quand même là ces dernières années, et chose à laquelle peut-être les élus et même nous techniciens, on n'était pas forcément préparés pour que ça aille aussi vite. Donc, on n'a pas à proprement parler de feuille de route transition, mais on essaye de l'instiller dans chacune de nos dispositifs contractuels et de nos stratégies. Et je rajoute juste, on se lance aussi dans une expérimentation
de fabrique à initiative. Et donc, je vous invite à aller regarder ce qu'est une fabrique à initiative sur le site de la VISE. C'est un dispositif de l'économie sociale et solidaire. Donc, pour aussi parler transition, mais sur d'autres volets que exclusivement la transition écologique. Voilà, on va expérimenter aussi. Donc, j'allais dire presque hors cadre de contrat, sinon que l'ingénierie est financée par la région et qu'on peut le faire parce que voilà, notre ingénierie est financée par la région. On va aussi tester une fabrique à initiative. Vous nous parlez de la rapidité avec laquelle se sont enchaînées un peu ces contractualisations et du coup du changement profond de manière de travailler aussi. On pourrait se demander comment est-ce que cette manière de travailler, elle a infusé auprès des acteurs des territoires, comment est-ce qu'ils s'en saisissent? Alors, à la fois c'est nouveau et ça l'est pas, j'allais dire, parce que l'essence même d'un pays ou d'un pôle aujourd'hui, faut le rappeler, c'est quand même elle est empreinte des concepts de développement local et d'une gouvernance partagée. Quand on parle aujourd'hui de vision systémique et qu'on est agent de développement local, c'est des choses qui nous animent et qui nous ont toujours animés dans la pratique, on va dire, du développement territorial et aussi chez nos élus. Alors là, je parle sur le territoire que je représente. Hein, c'est des élus qui ont, dès les années 70, travaillé en mode groupe projet avec des entrepreneurs et des acteurs du territoire pour déjouer un peu les prospectives de l'INSEE qui promettaient à la Haute-Lande à l'horizon des années 2000 de ne plus avoir d'habitants sur ce secteur, faut le dire. Et donc, dans les années 70, on se questionne et on se dit mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi notre pouvoir d'agir pour déjouer un peu ces pronostics. Donc, c'est quelque chose qui est quand même ancré et qui est approprié par les acteurs de longue date. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le réenclencher, le réinventer à chaque fois, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est là aussi du fait des fonds européens. Ça fait très longtemps qu'on a des fonds européens sur ce territoire-là. On a été chercher les premières générations de leaders, et leaders qui posent dans sa gouvernance même une gouvernance quand même partagée avec un collège d'élus et un collège de sociopros. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même posées, qu'on retrouve aujourd'hui maintenant dans beaucoup de dispositifs et auxquels on nous demande d'être attentifs, mais c'est quelque chose qui était déjà, j'allais dire, acquis sur le territoire. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne et que ça fonctionne forcément très bien. Il y a aussi l'enjeu d'animer un conseil de développement. Ça, c'est intrinsèque au statut d'un PETR. C'est pas évident, c'est pas facile aussi dans des territoires ruraux peu denses parce que du coup voilà, comment on mobilise les gens quand ils sont 11 au kilomètre carré, voilà, c'est souvent les mêmes, et puis il y a les questions des distances, etc. Donc à la fois ça n'a pas révolutionné parce que c'est des choses qui étaient ancrées, mais qu'il faut pouvoir réinterroger et réinventer à chaque fois. On a la chance aussi sur ce territoire d'avoir le PNR, Landes de Gascogne, le parc naturel régional, et là aussi dans son ADN, on est quand même sur une autre vie s'invente ici. Voilà, un PNR est aussi porteur de transition, de préservation des ressources, évidemment, c'est un de ses premiers objectifs, mais aussi de transition. Il a piloté beaucoup de choses sur le volet touristique, notamment sur notre territoire, et faisait du tourisme durable avant même qu'on ait le concept de tourisme durable. Donc, c'est des choses qui ont été fortement initiées, et du coup, une appropriation aussi des acteurs économiques, des prestataires touristiques sur ces concepts-là. Après, je rejoins M. Riveiro tout à l'heure on a un peu de mal, par contre, avec nos agriculteurs et nos forestiers. Je disais qu'on est un territoire forestier, voilà, c'est pas des chantiers qu'on a ouverts, en tout cas avec eux, et c'est plus difficile. Et puis, dernièrement, ce qui participe aussi à l'appropriation des transitions, c'est le partenariat qu'on a initié depuis quelques années avec le réseau PLOUC, qui est le réseau de l'économie sociale et solidaire sur le département des Landes. PLOUC, c'est pour projets locaux ouverts, utiles, collectifs et solidaires. Et vous pouvez aller consulter aussi leur site internet. Donc, c'est un réseau qui s'est constitué il y a plusieurs années maintenant, qui est porteur d'un incubateur de projets de l'économie sociale et solidaire, et duquel on est partenaire et dont on fait la promotion aussi. Et on est assez fiers sur cette promotion d'incubation. On a 5 projets de notre territoire sur les 12 retenus qui ont intégré l'incubateur. Donc, ça veut dire aussi que avec des partenariats et des structures un peu complices et partenaires sur différents enjeux de la transition, on arrive à faire s'approprier ces concepts-là au grand public, aux techniciens, aux élus qui représentent le territoire. Là, on entend beaucoup dans ce que vous nous dites l'importance de la coopération entre tous les acteurs et le fait que cette coopération, c'est un apprentissage de long terme, c'est une culture aussi.
Et dans cette coopération, il y a une place forcément importante qui est celle des communes. Comment est-ce que, quel est leur rôle, leur place dans la conduite de cette stratégie de transition écologique? Ouais. Alors, nous, on est une structure qui, en effet, nos membres, ce sont les communautés de communes. Donc, on a pour habitude, et en effet de longue date et en confiance, et ça aussi, c'est au quotidien à travailler avec nos collègues des communautés de communes et donc avec aussi les élus communautaires, mais qui ne sont que l'émanation eux-mêmes des communes du territoire. En fait, quand on travaille avec les élus communautaires, ce sont pour le coup les maires des 71 communes. Hein, donc voilà. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on se vit comme une structure de mission plus que de compétences, c'est-à-dire que sans la commune et les communautés de communes derrière qui vont être dans le faire finalement, on aura beau piloter des grandes stratégies et des grands discours, il ne se passera pas grand-chose. Le passage à l'action, il tient à ces collectivités-là. Donc c'est comment on arrive à les mettre en conviction, et ça pour le coup c'est notre travail. Alors du coup c'est un peu... il y a un peu deux manières de voir les choses, et deux manières d'ailleurs qui coexistent sur le territoire. Il y a l'ascendant et l'empirique, c'est-à-dire qu'on a des communes qui partent même sans nous, en fait, parce que des élus, on en a un là avec nous, mais voilà, des élus qui ont envie de porter ça. Sur certains sujets, ils vont peut-être pas sur tous les sujets, mais ils ont envie de porter. Et on a du coup un effet démonstrateur avec certaines initiatives qui sont portées par des collectivités. L'enjeu pour nous et l'intérêt de travailler à une échelle supracommunautaire, c'est qu'on peut s'inspirer. Et donc, et donc par la coopération, par des instances de dialogue qu'on va poser. Donc on teste là depuis un peu plus d'1 an et demi ce qu'on appelle les pôles hors les murs, c'est-à-dire qu'on va au-devant dans les communautés de communes et on réunit les maires des communes pour faire de la méthode de projet, pour faire de l'inspiration, pour pouvoir, pour qu'ils sortent un peu la tête du guidon, parce que c'est compliqué aussi pour eux, et qu'ils puissent porter des projets un peu différemment. Mais en fait, parfois, ça vient sans même qu'on l'ait suscité, et il y a des communes qui prennent l'initiative. Et puis, de manière un peu plus descendante et théorique, et donc c'est les dispositifs contractuels que j'évoquais, c'est les stratégies qu'on porte, c'est les visions. L'enjeu, c'est de faire avancer les communautés de communes et par effet d'entraînement, d'embarquer les communes avec nous. Je prends l'exemple, je parlais tout à l'heure du contrat d'objectif territorial qu'on a signé avec l'ADEME. Chaque communauté de communes a son plan d'action, mais l'ADEME a tenu, et c'est l'ADEME Nouvelle-Aquitaine qui propose ça, à ce qu'on travaille des objectifs dits complémentaires à des échelles supracommunautaires. Ça veut dire que là, les 4 communautés de communes se sont mis d'accord sur des objectifs qu'elles considéraient intéressants à travailler à 4, et donc coordonné par le pôle et dans le cadre de mes prérogatives. Et donc, c'est l'achat public responsable et sensibilisation et formation, on en parlait à l'instant, sensibilisation et formation des élus et des agents, parce que c'est un vrai challenge. Et donc, on se dit, évidemment, l'enjeu, les objectifs qu'on s'est donnés vis-à-vis de l'ADEME, c'est pour les communautés de communes. Il y a un enjeu d'exemplarité. Mais si on peut embarquer avec nous 3-4 communes qui sont volontaires et qui ont envie, on les embarque, quoi. C'est un peu l'idée. Là, vous nous mentionnez du coup ce code comme un outil qui vous permet d'opérationnaliser une stratégie qui est la vôtre. Est-ce que de manière générale, ces contractualisations avec les partenaires, État, région, ADEME, c'est comme ça que vous les utilisez, un peu comme des outils pour vous accompagner à la fois dans le pilotage et aussi dans la concrétisation, l'opérationnalisation? Oui, complètement. Sans ces partenariats-là, quand je dis il y a eu un effet accélérateur, il est aussi du fait des partenaires et des attendus des partenaires aujourd'hui. On a de plus en plus d'éco-socio-conditionnalité, je pense notamment au règlement d'intervention de la région. Donc c'est des choses, je pense, où on serait allé moins vite si les partenaires n'avaient pas ces attendus-là. Ça nous aide, nous, sur le terrain, pour amener les élus sur ces sujets-là. Et forcément que la carotte du financement, elle y est pour beaucoup. Et je pense qu'on a été plus vite, et y compris grâce au service de l'État aussi. Alors, pas forcément tant le dispositif en tant que tel, CRTE, mais les attendus aussi, notamment sur le volet énergétique, les audits, enfin tout le préalable où nous, on était assez convaincus, quand je dis nous, c'est techniciens, assez convaincus que c'était en ce sens qu'il fallait travailler les projets pour avoir des projets plus vertueux. Là, c'est conforté
par des attendus de partenaires financiers. Donc en fait, là, on a un peu plus de crédibilité et de poids pour dire, mais en fait, si vous ne le faites pas demain, vous serez plus financé. Donc ça aide un petit peu au passage à l'action. Il faut en être conscient. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas une volonté politique de la part des uns et des autres. Hein. Mais sur le volet des achats publics responsables, je ne pense pas qu'on y serait allé. Que les collectivités y seraient allées sans une dimension collective, coopérative et sans l'appui de l'ADEME, clairement, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Et puis, rappeler quand même aussi le financement de nos postes, je l'ai dit un petit peu en préambule, l'ingénierie qu'on représente aujourd'hui, c'est quand même des postes qui sont financés en grande partie par la région. On parlait tout à l'heure du rôle des communes. On a une personne, nous, dans l'équipe qui est sur un poste qu'on a intitulé revitalisation rurale et qui est en appui des projets communaux, parce qu'on est assez convaincus que ça passera par là. Et c'est des choses qu'on ne faisait pas avant. Et on voit aujourd'hui le passage à l'action qui est quand même plus important et avec des projets qui nous paraissent en tout cas plus soutenables, plus résilients, plus durables dans la manière dont ils sont portés. Et ça, c'est un travail à la fois au long cours, mais aussi il faut être auprès des communes au quotidien pour pouvoir le faire. Là, on voit bien les ambitions d'un côté de Grand Angoulême avec la structure d'une communauté d'agglos, les ambitions, même si elles ne sont pas affichées exactement comme ça par vous, Clémentine, quand vous présentez l'action du pôle Haute-Lande, mais on entend derrière toute la volonté de travailler collectivement en ce sens. Je vous propose qu'on passe au temps de regard croisé et qu'on poursuive un petit peu les échanges entre vous intervenants et aussi avec les questions qu'on va pouvoir retrouver dans l'onglet de Livestorm. En attendant d'avoir les questions, Bruno, je me tourne vers vous. Je vous ai vu être très attentif sur les témoignages, même prendre quelques notes. Quels sont les éléments que vous retenez? Et ils ont tous les deux fait part de démarches territoriales qui sont dynamiques, qui traduisent des dynamiques collectives qui sont particulièrement intéressantes. Qu'est-ce qui vous paraît le plus percutant dans ces dynamiques-là? J'ai entendu évidemment beaucoup de choses et je les remercie tous les deux. J'ai été frappé par un certain nombre de convergences, d'abord sur la volonté de cohérence territoriale. Alors que ce soit une cohérence librement consentie de la part des élus ou éventuellement aimablement soutenue par la signature de contrat ou l'intervention des agences de l'État ou de son représentant. Mais il y a quelque chose de déterminant, de courageux, de tourner vers l'avenir aussi, faisant référence à la lucidité dont je parlais tout à l'heure peut-être, et puis de la capacité à aller dialoguer avec les acteurs du territoire. Il y a un point qui m'a marqué aussi, c'est la mention des questions de santé. Et peut-être que sur ces questions où on a parfois l'impression le risque d'un certain découragement dans la discussion avec la profession agricole en particulier, je pense que la santé est un sujet sur lequel on aurait intérêt à essayer de trouver, à partir duquel on aurait intérêt à trouver des points de convergence. Enfin, voilà, il y a une polémique en cours en ce moment, notamment sur la plaine de l'Aunis avec les difficultés de santé qui touchent les riverains et les agriculteurs eux-mêmes. Donc, sans être un spécialiste du sujet, je m'arrête là, mais chacun comprend que les uns et les autres peuvent souffrir d'un mode de développement où on trouve, d'un côté, les agriculteurs ne trouvent pas leur compte, notamment financièrement, c'est quand même assez douloureux ce qu'ils vivent. Et puis de l'autre, on voit bien que c'est un modèle qui ne peut pas répondre aux questions de soutenabilité. Alors après, peut-être que au travers de cet exemple-là, les questions de une seule santé, la santé des milieux, la santé des humains et des non-humains, on vient à reterritorialiser les préoccupations aussi, sachant que, et je crois que c'est M. Révéro qui en parlait tout à l'heure sur le paradoxe de l'élu entre se tourner vers l'avenir et en même temps faire avec, comme on disait à Jean Jouzel, la vraie vie.
y compris celle des supermarchés et de la consommation. Peut-être qu'on peut se dire que il y a longtemps qu'on sait, il y a 50 ans au moins qu'on sait que le modèle de développement est pas soutenable. Or, en fait, ça a correspondu à l'accélération de l'hyperconsommation des ressources, de l'hyperpollution, de l'hyperconsommation d'énergie, etc. Donc, au lieu d'avoir été raisonnable au moment où on savait, on est parti dans la fuite en avant, notamment de la globalisation, de la mondialisation, etc. Donc, reterritorialiser les préoccupations aujourd'hui, c'est simplement, sans jeu de mots, retomber sur Terre et de se dire, il est temps maintenant de reprendre les choses par le bon bout, quoi. Agir local, bien sûr, on pense global, mais agir local aussi. Enfin voilà, c'est des préoccupations que j'ai entendues dans vos propos. Peut-être aussi se dire, et je sais qu'on est en Nouvelle-Aquitaine et qu'il faut avoir mentionné au moins une fois Acclimatera, décider avec les sciences. Décider avec les sciences, c'est essentiel. Ça a été évoqué, les sciences dures ou les sciences de l'agronomie, puisqu'on parlait de l'agriculture, mais aussi décider avec les sciences sociales. Et il faut vraiment essayer de stimuler, de reconsidérer les experts, si parfois ils ont pu être rejetés dans un coin de leur expertise en disant bah oui mais ceux-là c'est des spécialistes, ils sont enfermés dans leur logique, etc. Faire cet effort aussi de communication interdisciplinaire et puis dans l'aide à la décision, que ce soit les élus entre eux ou les techniciens avec les élus, pouvoir s'appuyer davantage sur les sciences, parce que la partie n'est pas gagnée. Je crois que c'est M. Rivero qui évoquait sur les réseaux sociaux, soit un brouillage de l'information sur les questions de transition écologique. Mais non, la partie n'est pas gagnée. Les évidences peuvent être noyées dans des torrents de malinformation, désinformation, contre-information. Donc, ça reste un vrai sujet sur les territoires. Puis se dire aussi que toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Alors, tout à l'heure, c'est M. Rivero qui parlait d'1% de la population qui avait été touchée, je crois. En fait, c'est multicanal. Les gens s'informent, les enfants qui vont au lycée aujourd'hui ne passent pas à côté de la transition écologique parce qu'on leur apprend au collège et au lycée. Et donc, la prise de conscience croît. Alors, c'est paradoxal parce qu'il y a aussi des jeunes qui préfèrent ne pas regarder l'avenir en se disant de toute façon c'est foutu et puis on n'aura pas de retraite. Mais c'est un travail qui passe effectivement par la sensibilisation et par la formation. J'en profite pour dire et pour rappeler que le CNFPT, donc l'organe de formation des collectivités territoriales, a pris 10 engagements publics dont il va bientôt rendre compte aux entretiens territoriaux de Strasbourg dans quelques semaines. Et 10 engagements qui portent sur un spectre très large de la qualité des métiers territoriaux, de façon à ce que ce soit une prise de conscience globale et une montée en compétences collectives. Puisque vous avez parlé de transversalité, Monsieur Rivero a parlé de transversalité et de services dédiés auprès de la direction générale. Tout ça, c'est des atouts en faveur de la transition. Encore faut-il aussi que les élus se forment, mais la formation, ça peut venir aussi, là encore, multicanal, avec des initiatives où on forme ensemble élus et fonctionnaires dans les territoires, à partir de cas concrets, à partir de problématiques concrètes, et on peut arriver à faire des progrès relativement spectaculaires. En tout cas, merci beaucoup de ces deux expériences qui sont tout à fait intéressantes, probantes et, j'ai envie de dire, enthousiasmantes. Pour faire le lien avec ce que Bruno Paulmier vient d'évoquer et notamment de toutes les dynamiques de transformation qui sont en œuvre, Monsieur Rivero, je me tourne encore vers vous. Là, cette fois-ci, pour prendre un peu de hauteur et peut-être avec votre casquette intercommunalité de France, pour nous parler un peu de cette échelle de l'intercommunalité. L'échelle de l'interco, elle s'est lancée depuis longtemps dans la planification urbaine. Il y a cette vision stratégique qui est rentrée progressivement. Est-ce que on peut espérer le même destin sur la planification écologique? Quel est votre point de vue sur cette question-là?
Alors, ouais, je veux bien répondre à votre question et je vais le faire en même temps en répondant à l'invitation de Bruno Paumier sur ce fait de revoir les fondements de l'exercice du pouvoir local. On ne va pas parler de nos relations avec le monde économique. Il y aura sans doute à discuter en autre endroit, un autre moment de relation avec les acteurs économiques qui sont des fois beaucoup plus puissants que les collectifs humains. Mais c'est important de se poser la question, effectivement, de savoir comment cette échelle territoriale va prendre sa place au regard de ce qu'il faut rajouter maintenant un peu dans l'horizon qui va être le nôtre. Hein. Le changement climatique, donc, il va être perçu de plus en plus sévèrement, parce qu'on ne peut pas s'attendre à un alourdissement, si ce n'est de celui de la facture de chauffage pendant l'hiver, puisque les automnes et les hivers seront moins froids. Mais on va avoir tellement d'autres choses qui vont jouer, et notamment sur des populations sensibles. On va vers un vieillissement de la population, donc ça veut dire des pathologies qui vont être liées à l'âge, mais qui vont être amplifiées aussi par le dérèglement climatique. Donc, question de santé, je reviens pas dessus, on l'a évoqué. Cette façon de regarder, pour nous, les EPCI, le mot fondamental, c'est communauté. Comment on donne ce sens à ce mot? Et on pourrait le traduire aussi, comment on contribue effectivement à développer un sentiment d'appartenance des êtres humains qui vivent dans un territoire. Alors non pas en termes d'exclusion, comme nous le propose malheureusement un certain nombre de formations politiques qui ont malheureusement beaucoup de crédit dans les urnes, mais comment on peut le proposer de façon à tenir compte de toute solidarité et faire en sorte que la transition, elle puisse être juste et équitable, comme nous l'a rappelé Bruno Paumier, parce que c'est quand même un enjeu très politique, très sens de travailler là-dessus pour faire autrement la société. Alors, si on regarde l'histoire, on a eu des moments assez heureux, hein, je veux dire, dans la vie collective. On a oublié, parce que en plus, c'est pas enseigné dans les écoles, mais à la fin du 19e et au début du 20e, il y avait ce qu'on appelait le socialisme municipal, qui faisait que il fallait des choses, comment dire, vitales qui soient organisées, les boulangeries, les boucheries, elles l'étaient. Ça serait quoi aujourd'hui le socialisme municipal? En dehors du mot qui prêterait à confusion, évidemment, avec ce qui se passe dans les partis politiques français, mais c'est quand même faire en sorte qu'on puisse se nourrir localement avec des produits de qualité et qui fassent vivre les agriculteurs. Ça, on le sait bien que là-dessus, il faut vraiment qu'on arrive à trouver un dialogue positif avec le monde agricole. Ce serait aussi avoir tout ce qu'il faut pour faire en sorte qu'on puisse ne plus vivre une société de consommation où on jette, mais celle où on répare, celle où on fait des achats pour faire jouer la fonction et pas forcément l'acquisition, autrement dit des ateliers de prêt, de l'autopartage, parce que le prêt, le plus intéressant, ce serait justement d'éviter qu'il y ait 36 voitures qui roulent alors que 15 suffisent. Tout ça, c'est vraiment la dimension de l'interco, qu'on ait aussi cette capacité à arbitrer sur la façon d'habiter nos territoires. Donc c'est pour ça que Interco de France s'entend plutôt devenir une autorité organisatrice de l'habitat, que les intercos puissent régler ces questions du résidentiel, parce que si on se pose les questions nous-mêmes, on a les leviers, on va essayer de répondre à la fois aux besoins, j'allais dire un peu d'indépendance dans le logement et puis d'accès à la nature proche, ce qui a poussé à créer des tas de pavillons à la campagne, mais avec le coût énergétique, climatique aujourd'hui et aussi budgétaire dans les budgets des ménages, important. Donc tout ça, on peut le faire localement. On a les outils de planification pour ça. Ça, c'est un enjeu important. Et puis, on va le faire aussi avec d'autres considérations, parce qu'il faut qu'on s'attende à voir surgir de façon très forte l'intelligence artificielle, autrement dit un mode de régulation technique qui ne sera pas du tout arbitré par le cœur ni par l'esprit de coopération et de fraternité, ce sera autre chose. Il faut aussi qu'on s'habitue au fait que le travail sera organisé différemment, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des aspects intéressants, notamment sur le télétravail, même si ça peut changer les communautés, mais il faut vraiment que là-dessus, ça se fasse. Et l'Interco est vraiment le bon niveau pour faire en sorte que demain, eh bien, au-delà des festivals, et à Angoulême, on en connaît quelques-uns, les festivals qui rassemblent les gens, la bande dessinée, mais ça fait venir plus de gens de l'extérieur que du territoire, mais aussi festival de musique, festival de cinéma aussi qui passe très bien, et puis des programmations culturelles qui font ça. Mais on a vu aussi quel était le succès des fan zones dans tous les grands événements sportifs, comment on reconstitue à l'échelle non pas de la commune, parce que la plupart de nos communes, elles sont trop petites pour ça, mais à l'échelle d'interco et d'équipements partagés, des moyens de faire, de développer ce sentiment d'appartenance.
On y mettrait également, évidemment, pas l'oublier, tout ce qui va toucher la question de l'énergie. Moi, j'en profite parce que les occasions sont rares, mais on va vivre une crise énergétique dans 10 ans. On n'aura pas l'électricité qu'il nous faut pour sortir des fossiles. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à développer ce qui est aujourd'hui un peu lancé, la production locale avec des communautés d'énergie. Et mine de rien, il y a une certaine forme de solidarité quand il y a un problème de coupure d'électricité, quand il y a un problème d'approvisionnement en eau. On voit le meilleur de l'humanité qui se développe. Il n'y a pas de raison qu'on n'y pense pas de façon permanente. Et c'est ça l'esprit communautaire, et c'est vraiment l'échelon intercommunal qui peut le faire. Il y a des communes qui pourront le faire parce qu'elles sont des villes, elles ont des services, etc., et des budgets peut-être. Les départements sont déjà trop loin, et les régions, n'en parlons pas, même si elle nous donne un cadre pour faire en sorte qu'on développe des politiques avec une connaissance. Et vous avez raison, M. Pommier, de rappeler quand même que Acclimatera nous fournit un cadre de travail, mais là aussi, il faudra faire de la vulgarisation. À Grand Angoulême, on accueille à peu près dans nos, séquences d'animation scolaire, à peu près 1000 élèves par an, donc ça fait 35 ans que ça dure, donc ça veut dire qu'on a touché plein de gens, plein de jeunes, mais le problème c'est que pour certains ils sont devenus parents, ils sont devenus aussi consommateurs que leurs alter ego, et ils préfèrent leur carte de fidélité privative de la grande surface plutôt que l'abonnement aux manifestations locales. Donc voilà, il y a tout un travail pour développer ce sentiment d'appartenance, et là c'est ça qui relève de la gouvernance. Il faudra trouver après les indicateurs pour mesurer ça, parce qu'on est capable de mesurer le carbone, la dépense en euros et tout ce qu'on veut. Là, c'est pas ça qui manque. Il nous manque un truc, et il ne faut pas l'attendre dans les moments les plus difficiles. Il faudrait prévoir avant quel objectif on vise pour qu'on ait plus de gens sur nos marchés, plutôt que chez le commerce franchisé qui amène des vêtements, par exemple, du bout du monde. Comment faire en sorte qu'il y ait du prêt de matériel entre usagers, entre entreprises, entre ménages ou entre entreprises. Vous voyez, il y a tout un sujet qui va élargir le propos, mais encore une fois, je le redis et je m'arrête là-dessus, il faut faire le travail maintenant, et puis surtout, il va falloir le réussir avec toutes les équipes municipales qui vont arriver à partir de 2026. Donc, il y a un travail de formation, et moi, je voulais remercier et quartier de Nouvelle-Aquitaine, parce que les acquis de vos séquences, elles sont là. Est-ce qu'on préférera aller voir vos webinaires plutôt que de regarder une série? Il y a des séries qui sont tellement bien qu'on a envie de les finir, mais ça serait bien aussi qu'on se dise aux gens, prenez X% de votre temps, 5-10%, pour aller voir ce qui se fait ailleurs, dans vos domaines où vous pensez qu'il y a quelque chose à faire. Merci beaucoup. On va finir avec une question pour Clémentine avant de prendre. On a vu quelques questions dans l'onglet posé par les participantes et les participants. Pendant le webinaire, Clémentine, on s'est interrogé pour savoir comment le pilotage il se mettait en place pour servir les transitions. J'ai envie de vous poser la question un peu inverse. D'intégrer progressivement les transitions dans les politiques territoriales. Qu'est-ce que ça amène en plus dans le pilotage? Est-ce qu'on gagne justement sur cette vision systémique qui vous est chère, dont vous parliez tout à l'heure? Comment ça se passe concrètement sur le territoire en ce qui concerne votre projet de territoire et son pilotage? Alors, je disais qu'on était un peu héritier quand même des dynamiques qui avaient été à l'œuvre, pareil, ces 50 dernières années, et toute la dynamique pays à l'époque. Mais je disais aussi ça la réinterroge, c'est-à-dire que peut-être qu'on l'avait un peu perdu de vue, et donc là, à l'aune de la transition écologique notamment, mais des transitions au sens large, ça remet au cœur cette vision systémique. Que tous n'avaient pas, et puis l'enjeu, nous, enfin en tout cas à l'échelle territoriale à laquelle on travaille, suppose une vision commune, vous le disiez, à des échelles, et donc faire communauté. Alors du coup, nous, pas à l'échelle de la communauté de communes, même s'il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi, mais à une échelle même supra-communautaire. Ça renforce quand même des espaces de dialogue aussi, qu'on avait peut-être un petit peu perdu. J'évoquais tout à l'heure les conseils de développement. On va pas s'en faire. Voilà, pour le coup, il nous faut le réactiver nous sur le territoire. On n'est absolument pas exemplaire sur ce volet-là. Donc, on veut s'appuyer sur l'organe des fonds européens et les socioprofessionnels, mais ça nous interroge aussi dans la pratique au quotidien. Comment on le fait, comment on le fait vivre, comment on l'anime. Et on l'a vu à travers des conférences, notamment de scientifiques qui ont été proposées sur une des communautés de communes. Là, ça réactive
des espaces de dialogue et des gens qui ont envie de s'investir sur ces chantiers-là. Donc peut-être qu'il faut qu'on se saisisse justement du volet transition écologique pour refédérer des citoyens qui n'étaient peut-être pas sur d'autres enjeux. Et puis, de nouveau, la mutualisation de moyens, je l'ai déjà évoqué, mais ça, c'est une réalité. Moi, j'apprécie les exemples d'organisation à l'échelle des collectivités, notamment des services, mais nous, on en est loin en ruralité quand on a une toute petite communauté de communes avec un DGS, 2 DGA et ensuite quelques agents, on n'en est pas encore à structurer un service des transitions. Donc, si le pôle, il peut être support de ça pendant un temps ou appuyer ça, il faut s'en saisir. Peut-être aussi ce que ça a accéléré, là, je l'ai pas trop évoqué, j'ai parlé rapidement de questions de SS et de fabrique à initiative, mais peut-être plus fortement encore, parce que la réalité de notre territoire aussi, je l'ai pas adressé dans le portrait social, mais on a un territoire qui se paupérise, c'est une réalité aussi. Et donc, à un moment, parfois, des tensions aussi entre les impératifs de transition écologique et puis les impératifs de justice sociale. Et donc, l'enjeu, je pense, pour les élus et pour nous, cadres, techniciens, c'est comment on arrive à conjuguer ça et se dire que les deux marchent ensemble. Mais c'est une vraie réinterrogation aussi dans nos pratiques pour pas opposer les deux. Voilà, et puis s'autoriser, je l'ai pas trop dit, mais s'autoriser à expérimenter. Le pôle, il peut le faire, ça, peut-être plus que les communautés de communes qui vont être régies par des réglementations, par des compétences obligatoires. Nous, on peut se permettre de proposer, en tout cas, à nos collectivités membres de faire le pas de côté et de tester des choses, toujours avec le socle de partenaires qu'on arrive à fédérer autour de nous et qui nous permettent ces expérimentations-là. Mais voilà, s'autoriser à porter des expérimentations aussi. Et puis droit à l'erreur aussi. Hein. On teste des choses sur différents sujets, mais faut le faire. Merci Clémentine. On va regarder les questions dans l'outil. Sur garder le cap localement, quand dans le même temps, à l'échelle nationale, certaines lois sont remises en cause ou fragilisées par des procédures complexes. Bruno, je pense que vous voyez un peu l'esprit de la question. Est-ce que vous risquez à y répondre? La décentralisation, c'est le pouvoir au local. On a le droit de faire tout ce qui n'est pas interdit. Donc, c'est pas parce qu'à un moment donné, on entend des signaux qui ne sont pas encore passés dans les textes, des ambiguïtés, etc., que le cadre légal a changé et que la détermination des élus locaux, la détermination des élus locaux est émoussée. Donc voilà, si on veut, on peut. Alors bien sûr, les crédits, notamment l'accompagnement, les capacités d'accompagnement des grandes collectivités qui financent le bloc local ou des agences, etc. Bien sûr, ces coups de pouce vont manquer. Faut pas baisser les bras. Voilà. Enfin, ce qu'on a à faire ensemble nécessite peut-être aussi des audaces. Enfin, c'est un terme qu'on a peut-être utilisé aujourd'hui, des audaces nouvelles. On a parlé tout à l'heure de synergie avec le secteur privé. Ma voisine a beaucoup parlé de ESS. Il y a des acteurs qui ont inscrit dans leur mission, des acteurs privés qui ont inscrit dans leur mission, dans leur transformation d'entreprise à mission, dans leur RSE, d'avoir une politique territoriale, d'être attachés aux externalités de leur activité sur tel ou tel territoire. Et ben, moi, j'ai envie de dire au territoire, chiche, vous voulez faire quoi avec nous? Comment on peut ensemble monter des projets, puisque notamment on a moins d'aide de l'État, ou etc. Hein. Donc, voilà, on n'est pas obligé de baisser la garde. Tout à l'heure, je crois sur Angoulême, on nous parlait d'une convergence de carte et climat, d'une convergence de tous les documents d'urbanisme, de planification. C'est pas un effritement du ZAN qui va remettre en cause une volonté politique comme celle-là.
Merci. C'est vrai que sur le dernier webinaire, les élus qui étaient présents, il y avait eu une question un petit peu qui allait dans le même sens et les élus avaient fait une réponse qui allait dans le même sens que la vôtre aujourd'hui, Bruno. Alors, on a une question pour Jean Révéraud sur la démarche Carte Climat et sa plus-value, et notamment si, Monsieur le Vice-président, vous auriez une ou deux illustrations concrètes de la plus-value de la démarche Carte Climat, si elles existent d'ores et déjà. Et si elles n'existent pas encore, comment on peut les imaginer a priori dans la mise en œuvre des compétences de l'EPCI? Alors, on va démarrer on va dégager, pas en touche, mais dans une grande largeur en disant rien que de réfléchir à toutes ces dimensions, plutôt que de les avoir successivement, faire un PLUI, puis après se dire qu'on va faire un plan climat ou inversement. On voit bien que tout faire ensemble, ça nous a amené quand même à avoir un diagnostic vraiment conséquent. Grosso modo, bien que ce soit assez et qu'il y ait de l'infographie, etc., c'est plus de 1000 pages qui aident à comprendre ce que c'est que le territoire. Alors évidemment, c'est trop et on ne peut pas digérer, on ne peut pas faire une synthèse de ça. Je veux dire, sont autant d'éléments qui composent la mosaïque d'un territoire. Il y a des tas d'indicateurs, des fois forts et des fois faibles, qui sont mis en lumière. Mais il y a un moment donné où finalement quelqu'un, et c'est mieux quand il y en a plusieurs personnes, plusieurs acteurs locaux qui disent, ben voilà, il y a des faits qu'il faut relier entre eux. Par exemple, quand on voit le nombre de ménages unis monoparentales qui augmente, ce qui fait qu'on se pose des questions sur le logement, c'est normal, puisque malgré tout, la population n'augmente pas, mais il y a plus de ménages. Oui, ok, c'est un des éléments. Mais dedans, comment on prend en compte cette dimension qui fait que si c'est une mère de famille qui se retrouve seule comme parent, elle a des questions d'accès à l'emploi et aux services qui ne se posent pas tout à fait de la même manière qu'un homme solitaire âgé qui est à la retraite, quoi, qui habite la même chose. Donc, il y a plein d'éléments entre eux qui vont combiner avec un sens de l'observation un peu plus développé, qui vont donner envie de faire les choses un peu différemment. Derrière, on fait quand même des additions, notamment par exemple quand on parle de sobriété foncière. On fait de la sobriété foncière, mais d'un seul coup, on se pose la question du sol, et ça, c'est vraiment la meilleure plus-value qu'on ait vue. Moi, je n'aurais pas su argumenter sur les puits de carbone aussi simplement qu'en faisant la démonstration de ce que c'est que d'urbaniser 1 hectare, de construire des pavillons, même si on rajoute de la pousse derrière, on aura fait de la voirie, on aura détruit le sol et on en remettra d'autres. On ne peut pas expliquer ça mieux que ça qu'en réfléchissant à la sobriété foncière. C'est un acquis extraordinaire pour beaucoup d'élus qui avant pensaient l'urbanisme en disant on veut plus de gamins dans nos écoles, donc il faut plus de jeunes parents, donc il faut plus urbaniser. Ouais, sauf que pour que les gamins y vivent bien dans quelques années, dans quelques décennies, il ne faut pas qu'on leur laisse quelque chose de pourri. Donc on va essayer de limiter les transports, on va faire les choses différemment. Il y a un accès à la nature qui doit être préservé parce que nous sommes des êtres vivants et donc on doit garder ce contact-là. Mais tout ça, ça se fait. Et pour le coup, effectivement, cette planification faite en une seule fois, elle apporte tout ça. Après, derrière, est-ce que tous les indicateurs qu'on a mis dans notre observatoire vont être utiles en permanence? J'espère. Hein. C'est pas sûr, hein. Il faut aussi travailler. C'est un vrai métier de fournir de la statistique, de faire des couches sur un système d'information géographique qui donne à penser un peu la carte différemment. Mais ça, c'est l'exercice de Carte Climat. Et comme je vous le disais, en choisissant ce mot pour résumer l'ensemble de la planification, j'avais quand même l'idée qu'il faut tracer un monde différent. On ne regarde pas simplement une carte avec une seule couche. On va pouvoir croiser, y compris tout ce qui est la dimension sociale que j'évoquais, avec le seul exemple des familles monoparentales ou des personnes âgées isolées. On va voir un peu les choses différemment. Bon, voilà. Bon, par contre, je le dis aussi, la grande difficulté qu'on a, parce que ça, c'est aussi une des façons aussi où la gouvernance ou l'appropriation locale est relativement freinée, c'est l'accès aux données. On a payé très cher quand même pour avoir des données, mais on aurait dû payer encore plus cher si on avait voulu avoir certaines qui sont ultra sensibles. Je pense notamment à tout ce qui concerne la téléphonie mobile, qui renseigne incroyablement, de façon incroyablement détaillée, les transports au quotidien. Bon, c'est trop cher pour une collectivité de tout acheter, et pourtant il y a plein d'informations là-dessus avec les outils modernes. Donc on en a la version individualisée avec les smartphones dans la main qui occupent chacun
dans un même bus ou même chacun autour d'une table dans un restaurant, c'est la perte de la convivialité de la vie en groupe. Mais par ailleurs, la numérisation nous apporte aussi beaucoup d'éléments, et puis on peut aussi faire travailler ces nouvelles fonctions dont on a besoin dans nos collectivités et que tout le monde ne peut pas forcément payer. Là, je rejoins collègues des Landes, là, parce qu'il y a des territoires qui ont moins de moyens que d'autres, c'est vrai, mais il y a aussi des outils à d'autres échelles, notamment ce que nous fournit la région, qui peuvent nous aider aussi. Donc voilà. La valeur ajoutée, j'espère qu'il y en aura dans tous les territoires, quel que soit leur mode d'organisation. Nous, on n'a pas encore tout validé à Grand Angoulême, on n'a pas tout vérifié. Et on restera attentive et attentif à la suite de cette démarche qui présente des éléments très intéressants à partager et à essaimer. S'arrête là le temps des territoires et de leurs témoignages et de leur partage d'idées. Merci Monsieur Révéraud, merci Clémentine Olivier, merci Bruno Paulmier pour vos interventions. Nous accueillons sur le plateau Lisa Williams, qui est secrétaire générale de la COP Nouvelle-Aquitaine, et François-Xavier Leray, qui est directeur de la cohésion et des initiatives territoriales à la région Nouvelle-Aquitaine. Et pardon, j'allais oublier Cédric Sousse, pardon Cédric, en distanciel de l'ADEME. Donc pour cette clôture, Lisa Williams, c'est à vous, on vous écoute. Je vous remercie déjà pour ces temps de webinaire, et c'était aujourd'hui le troisième, vous l'avez dit, troisième webinaire, et vraiment voilà, souligner la grande richesse et l'enthousiasme, je reprends le mot qui a été évoqué, l'enthousiasme des présentations, et vraiment le très très beau niveau. Voilà, j'en ressors avec plein d'idées en tout cas que j'ai notées par rapport à ce que vous avez présenté, et c'est vraiment fondamental. Je crois que vous l'avez dit de manière différente, mais aujourd'hui, on a un défi qui est quasiment le défi le plus grand de notre temps. C'est le fait que le dérèglement climatique nous oblige. Il est perceptible, il s'accélère. Ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui documentées, largement documentées, et il s'accélère et il est perceptible au plus près du terrain. Et on le voit année après année, été après été, avec des citoyens de plus en plus préoccupés par les questions de sécheresse, par les questions voilà, de température, alors en été dans le logement, par rapport aux cours d'eau qui ont des débits qui sont moins importants, et donc c'est quelque chose qui nous percute de plein fouet. Donc c'est quelque chose qui nous oblige et qui est d'une très grande complexité, éminemment complexe. Vous l'avez dit, et ça demande une énergie, et Saoudi, vous l'avez dit, une énergie assez incroyable à tous les niveaux, et tout le monde doit être acteur. Les défis, ils sont de 3 ordres, j'ai envie de dire. Il y a la question de l'atténuation, mais vous l'avez largement évoqué, c'est comment on arrive à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, parce que vous le savez, aujourd'hui, on a une accélération, là aussi, qui est documentée des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. La France est dans une démarche inédite au niveau européen, au niveau mondial de planification écologique, qui a vraiment pour ambition, avec l'ensemble des acteurs, de faire en sorte que cette courbe-là s'atténue le plus possible pour absolument, et coûte que coûte, faire en sorte que le réchauffement planétaire, qui, vous le savez, au titre des accords de Paris, doit être inférieur à 2 degrés, plutôt plus proche des plus 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, on y arrive. Aujourd'hui, vous le savez aussi, ce sont des choses qui sont documentées. Selon les experts scientifiques, si l'on continue effectivement avec des politiques telles qu'elles sont aujourd'hui en œuvre, on serait aujourd'hui à une France à quasiment plus 4 degrés par rapport à un monde qui sera plus 3 degrés, parce que la France est un pays qui se réchauffe globalement plus vite au niveau mondial. Donc il y a la question de l'atténuation, et la question de la préservation des ressources et de la biodiversité qui est aussi essentielle. C'est une richesse, vous l'évoquiez tout à l'heure sur des exemples au niveau local, raisonner de manière différente, vous l'avez dit, par rapport à des questions de sobriété, et à la question aussi de l'adaptation des territoires au changement climatique, parce que de toute façon, l'on sait que l'on va devoir s'adapter par rapport à ce réchauffement qui est à l'œuvre. Et là aussi, il y a des enjeux absolument majeurs, puisqu'il y a la question des risques naturels de plus en plus importants, une intensité de plus en plus forte, la question des protections des populations, les questions d'aménagement des territoires. Donc on est vraiment voilà, dans un moment un peu crucial qui s'accélère, et dans lequel les collectivités territoriales, évidemment, et vous l'avez très bien démontré aujourd'hui, jouent un rôle majeur, essentiel,
au quotidien, au plus près du terrain, dans différentes politiques. Aujourd'hui, la transition écologique, ça je crois que vous l'avez bien illustré, elle infuse, j'ai envie de dire, elle diffuse sur l'ensemble des champs que vous portez. Alors, vous l'avez porté de manière différente et vous l'avez expliqué de manière différente, mais aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux derrière ça, vous l'avez dit. Alors, que j'y ai avec mes mots, mais c'est un peu réenchanter aussi un peu le discours. On n'est effectivement pas dans une écologie punitive. Vous l'avez dit, je crois, l'écologie, c'est le remède par rapport à la problématique que l'on a. Et c'est vraiment une attention, j'ai envie de dire, de tous les instants et de tous les moments, et vous l'avez illustré au travers de plusieurs actions, de faire en sorte d'embarquer. Et d'embarquer, c'est aussi éminemment compliqué, et faire en sorte que ce soit aussi une transition la plus solidaire et la plus juste possible, et puis mettre en place des actions qui ont un impact évidemment, et qui ont derrière des effets réels sur ces fameuses questions d'adaptation, d'atténuation et de préservation des ressources et de la biodiversité. La planification écologique, vous le savez, c'est une démarche qui est portée au niveau national au départ par le président de la République, qui a été réaffirmé très très dernièrement par le Premier ministre dans le cadre du discours politique général, puisqu'il a fait écho alors à la double réduction et l'exigence de double réduction de la dette budgétaire et de la dette écologique. Donc les travaux continuent. L'objectif qui est un objectif collectif, c'est d'avoir une feuille de route régionale qui soit partagée et qui permette d'essayer à notre niveau à tous, d'accélérer, d'amplifier les efforts pour justement répondre à ces enjeux que je citais tout à l'heure. La question d'inspirer, de s'inspirer de ce qui se passe à des endroits du territoire. On a des territoires qui sont très diversifiés en Nouvelle-Aquitaine, des territoires de façade maritime, des territoires plutôt urbains, périurbains, des territoires assez ruraux. Et donc là aussi, toutes les bonnes idées, tous les bons exemples sont, j'ai envie de dire, bons à prendre pour faire en sorte qu'on ait cette accélération qui est absolument nécessaire. Le sujet de la transition solidaire, la transition juste, des conditions de réussite. On a parlé de la santé, il y a les questions d'inclusion sociale, il y a aussi des questions d'accompagnement du sujet formation, emploi compétence, puisqu'on sait aussi que les métiers vont évoluer par rapport à ça. C'est aussi des sujets que nous aurons à cœur de traiter aussi dans ce cadre-là et dans cette feuille de route. Au niveau de l'État, on vous accompagne et on continuera de vous accompagner au niveau des collectivités territoriales. Alors, État, l'écosystème État, c'est les services de l'État, les agences et les opérateurs. Voilà, juste un chiffre, en 2022, l'État plus d'1 milliard d'euros de l'État, des agences et de ces opérateurs ont bénéficié au territoire néo-aquitain dans le domaine de la transition écologique. L'ingénierie de l'État aujourd'hui est structurée, vous en avez cité quelques-uns, elle est organisée et l'ingénierie de l'État saura répondre en fonction des différentes thématiques en termes d'accompagnement, de financement, de ressources et d'outils. Il y a l'ADEME, il y a l'ANA, le CEREMA, la Banque des Territoires, la NCT, et j'en oublie plein d'autres. Et puis, il y aura le travail avec vous au niveau des collectivités que l'on va mener, de contractualisation, ça a aussi été évoqué dans le cadre d'une intervention, dans le cadre des contrats de réussite pour la transition écologique. L'objectif vraiment pour nous, c'est qu'on aille globalement dans le même sens sur ce sujet, je pense qu'il demande notre énergie collective à tous. Merci beaucoup. Merci Lisa Williams. François-Xavier Leray, votre mot de conclusion. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié les interventions, notamment sur 3 points qui me semblent essentiels. La notion de réinvention du territoire. Le territoire décrit par Bruno Paulmier avec 6 dimensions est tout à fait intéressant. Et la dimension émotionnelle me paraît être une clé pour demain pour mobiliser, au-delà des 1% que Jean Révéreau notait de population, l'émotionnel va de pair aussi avec le symbolique. Et le symbolique doit pouvoir aussi faire intervenir d'autres notions dans la transformation du territoire. Il y a un deuxième élément que Jean Révéreau a également cité, c'est on ne parle plus d'atténuation ou de transition ou de transformation, on parle de métamorphose du territoire. J'ai trouvé ça très, très astucieux d'utiliser ce terme de métamorphose. On est bien dans une tentative collective de conduire la métamorphose de nos territoires. Et enfin, un autre point qui me paraissait essentiel, c'est cette notion de sens commun qui donne du sens à la mission collective que vous évoquiez, madame. Ce sens commun qui doit nous permettre de hiérarchiser, de prioriser et aussi de renoncer à certaines actions.
Et ces 3 éléments, hiérarchiser, prioriser et renoncer, sont des clés de lecture de l'action collective sur un territoire. La région, vous le savez, a des compétences, ces compétences définies par la loi, mais elle a aussi une mission. La mission, elle est incarnée par la DATAR. La DATAR se veut transversale et se veut être le porteur du dialogue territorial au quotidien dans les 53 territoires de contrat. On a avec l'État 92% des territoires de contrat qui sont identiques au CRTE. Il nous en manque 8%, donc ça devrait pas être difficile de trouver quand même des passages, des passerelles entre les deux. Ce dialogue territorial, c'est pour ça, Clémentine, que nous finançons aussi 110 ETP sur les territoires qui interviennent au quotidien, et plus un ETP nous semble vulnérable, d'après une description que nous en avons faite, de sa capacité justement à mobiliser des compétences, plus on va soutenir un nombre d'ETP important. 110 ETP depuis 6 ans. Le président s'est engagé à conduire justement un renouvellement de ce soutien aux ETP jusqu'à la fin de son mandat. Ça nous permet quand même d'accompagner vraiment le territoire du quotidien. J'ai noté aussi dans la question du sens commun cette notion de se donner de nouvelles règles de vie. Et peut-être que nous, collectivités territoriales, nous devrions essayer justement d'avoir plus un regard sur la mission collective que sur nos compétences et nous permettre d'aller au-delà justement de nos missions avec nos moyens propres. On va pas se le cacher, 2025 va être une année difficile d'un point de vue budgétaire, mais ça va peut-être nous permettre de réfléchir un petit peu différemment. C'est ce que nous on appelle le dialogue territorial et nous sommes prêts à expérimenter avec les territoires pour peut-être essayer d'aller vers d'autres pistes, d'autres actions territoriales, selon ce que vous souhaitez, vous, territoire. Enfin, peut-être pour finir, la région a mis en place un dispositif d'éco-socio-conditionnalité. Ce dispositif d'éco-socio-conditionnalité donc, va conditionner la totalité des aides à des engagements des acteurs. On va essayer de mobiliser justement des acteurs, par exemple, de l'entreprise, de l'agriculture. J'ai entendu les chambres consulaires, bien entendu les habitants aussi, dans ce qu'on appelle le plan de transition. Le plan de transition va être proposé à chacun des acteurs bénéficiant d'une aide régionale pour améliorer collectivement notre intervention de mission. Pour finir, peut-être cette intervention, j'ai beaucoup aimé la référence entre l'intelligence artificielle et la conduite en mode projet, qui sont 2 modes très différents. Je pense que l'intelligence artificielle va peut-être nous soulager de la gestion d'un certain nombre de compétences du quotidien. Par contre, elle ne nous dédouanera pas de ce caractère nécessaire du projet et du travail en mode projet de toutes nos équipes. Et ce travail en mode projet, c'est peut-être ce qui va nous permettre de créer collectivement une nouvelle éthique de la responsabilité. Je commence à être un petit peu vieux maintenant et je trouve qu'il est important de se rappeler que nous travaillons pour les générations futures et qu'il est très difficile de penser que nos enfants, et pour moi mes petits-enfants, paieront à 100% la facture de la métamorphose des territoires quand nous pourrions déjà en prendre une large part à notre génération. Merci François-Xavier Leray. On va rétablir la connexion avec Cédric, auprès duquel je m'excuse platement de l'avoir oublié tout à l'heure. Cédric Sousse, donc animateur de secteur territoire durable à l'ADEME. On vous laisse aussi donner le mot de conclusion. Oui, pas de problème, Julia, merci. Merci aussi également à vos intervenants, parce que c'était quand même un webinaire qui était très riche, alors qui vient bien compléter les 2 premiers, mais qui était riche, notamment sur des perspectives. Et puis, moi, j'ai apprécié vos intervenants, alors qui à la fois sont différents de par leur fonction, de leur territoire, de leur expérience, et aussi, en tout cas, des réalisations qui sont à l'œuvre, à la fois dans leur responsabilité passée et puis actuelle. Et en l'occurrence, le thème du webinaire aujourd'hui, c'était garder le cap. Ça faisait partie également des questions finalement qui ont été posées dans le chat. Donc, on a besoin en tout cas de garder le cap sur les sujets de transition écologique. Et pour autant,
Je pense qu'a priori, vu les chiffres actuels, d'ici à 2025, on aura dépassé les meilleurs millésimes, entre guillemets, de nombre de trajets aériens pour des Français, par exemple. Donc, ces sujets de transition ne percolent pas tout à fait. Même au-delà des 1% de l'engouement, ne percolent pas chez tout le monde. Donc, ça veut dire que le cap doit être gardé, et c'est le sens, en tout cas, de l'importance des collectivités territoriales. Je ne sais pas si c'est exactement le terme de Jean Revero, mais la communauté territoriale, elle est appuyée sur un territoire, et c'est la collectivité locale qui assume à la fois l'élaboration, l'animation, le chef de fila sur ce sujet-là, alors avec des aléas climatiques aussi, des aléas économiques, des mauvais signaux qui sont adressés également au niveau national, qui sont adressés aussi par des canaux commerciaux, qui sont pas tout à fait la même chose que des canaux publics. Donc on a des mouvements de part et d'autre, et à la limite, moi les 3 points qui me semblent essentiels, en tout cas pour garder le cap sur les prochaines années, c'est à la fois effectivement des élections municipales. Vous avez tous la liberté, et à la limite, en suivant ce cursus de montée en compétences également que dispense PQNA, vous avez quasiment même la responsabilité de représenter votre territoire. Alors pas forcément tous en tant qu'élus, mais aussi de préparer les candidats des futures élections de vos territoires de manière à ce qu'ils assument en tout cas ces démarches de transition à la hauteur des enjeux de vos territoires. On a besoin de temps long, on est sur des temps longs puisque des changements, quel que soit le niveau, au niveau décideur, de la préparation des décisions, la mise en œuvre, l'interface avec les acteurs économiques et l'accompagnement vers des changements aussi de pratiques de ces acteurs économiques, c'est des changements de comportement à tous les niveaux, et les changements de comportement, ça se fait dans le temps long. Ce qui veut dire que le chef de fila, la stratégie territoriale, et c'est un peu le sens de Quartier Climat sur l'Angoumois. C'est-à-dire qu'on va avoir dans un socle commun une stratégie, une vision du territoire, les outils juridiques qui nous permettront aussi d'assurer ce chef de fila et cette stratégie de transition écologique sur le moyen long terme. C'est important que la collectivité soit la référente territoriale de la stratégie de transition, et qu'elle apparaisse bien en tant que telle. C'est assez logique sur des thématiques qui sont liées à l'habitat, qui sont liées au déplacement, ça l'est moins sur des comportements d'achat commerciaux, peut-être sur des aspirations également de résidence. Donc il y a ces éléments. En tout cas, il est important que la collectivité soit mise sur le haut de la pile, et qu'on lui donne collectivement aussi les moyens d'assurer ce chef de fila. Ce qui est important également, c'est, je le disais, sur ce rôle de référent territorial que doit assumer la collectivité, c'est la difficulté parfois à changer aussi de métier, d'être sur un métier différent de celui de décisionnaire, d'aménageur, mais quasiment sur celui d'animateur, et parfois sans beaucoup de succès. C'est pas toujours évident d'être animateur, en tout cas des activités économiques de son territoire, la plus-value sur l'éco-conception d'un produit fabriqué sur son territoire, la plus-value de la collectivité pas si évident que ça. Donc il y a des limites aussi à l'exercice, mais cette gouvernance élargie, ces anciens conseils de développement territoriaux qui constituaient également nos pays, en tout cas d'associer les acteurs économiques sans a priori à la gouvernance et au pilotage de sa stratégie territoriale, c'est quand même une importance assez importante aujourd'hui. Enfin, je le dis deux fois le mot important, mais j'insiste vraiment là-dessus. Typiquement sur des questions de déplacement et de mobilité, on voit aujourd'hui des retours d'entreprises qui complètent finalement les services de transport en commun qui sont mis en œuvre par la collectivité. Voilà, on ne doit pas tout attendre de la collectivité, il faut interconnaître en tout cas les projets des uns des autres. Et puis on trouve des pépites finalement dans ces initiatives locales, et là-dessus aussi la collectivité a intérêt en tout cas à avoir des radars, à avoir des oreilles bien ouvertes, parce qu'il y a un certain nombre de retours d'expérience très positifs sur son territoire dont elle n'a pas forcément connaissance. Et parfois, s'en inspirer, les amplifier, c'est une mission aussi en tant que telle. Et puis le dernier point, c'est presque le point d'organisation aussi interne des services des collectivités. Hier, un service environnement
Aujourd'hui, on est sur des transitions, des sujets d'environnement qui sont forcément portés dans l'intégralité des services de la collectivité, qu'on soit dans la voirie, qu'on soit dans les services d'achat, de développement économique, de développement touristique. En fait, on a de l'appétence pour ces sujets de transition de manière systématique. Et c'est à nous aussi, alors en l'occurrence ADEME, d'entendre cette diversification des interlocuteurs qui portent aussi des moyens et des actions qui sont liées aux transitions, de trouver alors peut-être dans les bases de leur formation métier, les compléments à apporter, de faire interconnître également les bonnes initiatives à l'échelle régionale. C'est d'ailleurs le sens en fait du soutien qu'on apporte à PQNA sur ce cursus que vous suivez, c'est d'arriver à en tout cas valoriser les retours d'expérience positifs sur ces sujets de transition et à quelque échelle que ce soit au sein de la collectivité. Et puis pour conclure définitivement cette fois-ci, moi, je souhaite quand même que les collectivités, alors Jean Révérou est là, mais les autres partenaires qui sont à distance, moi, je crois qu'il ne faut pas vous censurer dans l'expression des besoins de vos collectivités. Voilà, on peut faire sa lettre au Père Noël, ça marche pas à tous les coups, mais si vous vous censurez qu'il n'y a pas d'expression des priorités de votre territoire, c'est difficile pour nous de les entendre. Donc, c'est important que vous arriviez à exprimer ce qui est important à la fois pour votre territoire, pour vos services, pour vous-même, si vous êtes élu, de manière à ce qu'on puisse en tenir compte et puis adapter aussi nos modalités d'intervention en fonction de ces besoins. Et typiquement, alors sans doute l'année 2025 sera un peu plus compliquée que les autres, mais c'est pas grave. Encore une fois, je parle de temps long ou de moyennement long. Donc, on a le temps aussi d'adapter un certain nombre d'éléments de manière à vous rendre service, parce qu'encore une fois, c'est vous qui portez le chef de fila et la stratégie de vos territoires. Désolé, c'était un peu long. Merci beaucoup Cédric Sousse. Merci François-Xavier et Lisa aussi sur le plateau. Donc nos trois partenaires qui sont pilotes de cette thématique territoire et transition et financier aussi bien entendu. C'est la fin de ce webinaire. On a dépassé un petit peu sur le timing prévu. On vous remercie pour votre participation. D'abord, vous dire qu'on reviendra rapidement vers vous et vers les personnes qui n'ont pas pu être là à ce webinaire avec une synthèse, une vidéo et des éléments à partager autour de vous avec les techniciens, avec les élus. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.